Bonjour et bienvenue à tous sur ce nouveau tuto Python. Alors cette fois-ci, on va s'intéresser à un point de syntaxe relativement important du langage, c'est la manipulation des listes. Alors qu'est-ce que c'est qu'une liste? Une liste, c'est un objet qui va pouvoir stocker plusieurs valeurs. Une liste, on peut notamment la référencer via une variable pour ensuite pouvoir la manipuler. Et donc, du coup, on va pouvoir accéder à l'ensemble des valeurs qui vont être stockées dans une liste. Le mieux, c'est un petit exemple. Je reprends encore une fois PyCharm, je me remets dans la console en mode interpréteur interactif, et regardez, je vais créer une première liste. Donc L égale, je vais la stocker dans une variable que je vais appeler L. Ma liste est introduite par une paire de crochets. Crochet ouvrant, crochet fermant. Et à l'intérieur de ma liste, je vais pouvoir mettre autant de valeurs que je le souhaite. 10, 20, 30, 40 et 50, pourquoi pas. Dans une certaine mesure, c'est un petit peu comme une chaîne de caractères. Vous vous rappelez, quand on a manipulé des chaînes de caractères, à l'intérieur de la chaîne, j'ai autant de caractères que souhaité. Là, c'est un petit peu la même chose, sauf qu'on peut avoir des valeurs quelconques. Ce n'est pas forcément des caractères. Par contre, sur certains points, ça marche un petit peu de la même manière. Là, si on considère la liste L, combien avons-nous de valeurs à l'intérieur? Regardez, si je réutilise la fonction len, la fonction len, elle accepte quelque chose qui contient des valeurs, ça peut être une chaîne de caractères. Pour rappel, on avait fait des len sur des chaînes. Ici, on a combien de caractères dans la chaîne? On en a 4. Mais regardez, je peux aussi faire un len sur la liste. Nous avons 5 valeurs dans cette liste, de 10 à 50. Ensuite, on peut manipuler les valeurs présentes dans la liste. Regardez par exemple, si je fais L crochet, je vais pouvoir accéder à un élément de la liste. Les éléments sont indicés avec des positions numériques et il faut se rappeler que les positions en Python, la plupart du temps, ça commence à partir de 0. D'accord? Donc la première donnée, elle est en position 0. On est d'accord, on a réussi à récupérer la première valeur. Si je fais donc du coup L crochet 2, alors il faut calculer l'indice de la dernière valeur, ce que je veux récupérer c'est le 50. Du coup, comme la taille de la liste est de 5 éléments, mes indices vont de 0 à 4. Donc si je fais un L de 4, on a bien notre information. Attention, si vous sortez des bornes, du coup vous aurez une erreur. Du coup, le point le plus subtil, c'est que la liste, elle ne contient pas forcément que des données numériques. Ici, j'avais un exemple où j'avais 10, 20, 30, 40 et 50. Mais pour autant, rien ne m'empêcherait de pouvoir avoir une liste qui contienne une chaîne de caractères, un nombre flottant, un booléen. Regardez, ça marche aussi. Il n'y a pas forcément de contrôle de typage, sauf si vous le demandez explicitement, mais il n'y a pas de contrôle de typage sur les données que vous allez injecter au niveau de votre liste. Donc la liste peut contenir n'importe quelle information. C'est pire que tout, une liste peut aussi avoir des sous-listes. Vous voyez là, j'ai 2 listes à l'intérieur d'une liste. Ce qui veut dire que si je fais L crochet de 0, je récupère quoi? Je récupère une sous-liste qui est stockée à l'intérieur de ma liste. Donc ici, ça devrait me renvoyer 10 et 20. On vérifie. Et donc, effectivement, on récupère bien notre liste comme étant un premier élément de la surliste. Donc une liste peut contenir tout et n'importe quoi. Maintenant, comprenez une chose. Si je prends cette liste-là, je ne vais pas forcément pouvoir en faire grand-chose. Parce que souvent, on essaye d'avoir des traitements cohérents sur toutes les données de la liste. Si là, par exemple, j'essaye de trier ma liste, ça va mal se passer. Je reviendrai sur cette méthode sort un petit peu plus tard. Mais en tout cas, ce qu'on constate, c'est que là-dedans, il y avait des numériques, des chaînes de caractères, des booléens. Du coup, il n'a pas réussi à comparer 2 objets entre eux, à savoir un objet de type chaîne de caractères et un objet de type int. Comme il n'est pas capable de les comparer, il refuse le fait de réorganiser la collection, ce qui veut dire que si je réaffiche L, on a toujours les mêmes données. D'accord? Donc dans la liste, vous pourrez vraiment stocker n'importe quelle information qui peut vous être utile. Souvent, néanmoins, on a des listes de données qui sont cohérentes entre elles. À partir de là, maintenant, il y a des opérations qui nous sont proposées au niveau des listes. Donc on vient déjà de jouer avec une première opération, c'est le fait de pouvoir lire une donnée
à une position bien précise. On est bien d'accord, donc on va de 0 à n-1, mais à l'instar de ce qu'on avait vu pour les listes, ça marche pour les strings, excusez-moi, ça marche pareil. D'accord ? Si je fais un indice négatif, du coup, on attaque les données de la liste, mais à partir de la fin. Alors, je vais peut-être repartir d'une liste qu'avec des données numériques, mais ça, en tout cas, ça a bien marché. J'ai récupéré true. True, c'est ma dernière valeur à ce niveau-là. Regardez, je reprends ma liste initiale, elle était peut-être plus simple, voilà. Donc là, j'ai bien mes données qui vont de 10 à 50. Et à partir de là, si je fais un L crochet de -1, j'ai récupéré 50. Si je fais L de -2, vous l'avez compris, 40 et ainsi de suite. L de -5, on a récupéré la première information, mais on est parti par la fin. D'accord ? Et si je fais L crochet de -6, là on est hors borne, et donc on a une exception, une erreur qui nous est retournée. D'accord ? Donc effectivement, les listes en Python, on peut y accéder avec un indice numérique, soit positif, de 0 à n-1, et dans ce cas-là, on les traite du premier au dernier, on va dire, en fonction de l'indice que vous allez considérer, soit vous pouvez utiliser des indices négatifs, et dans ce cas-là, c'est la solution inverse, on part par la fin et on accède à toutes les données à partir de la fin. Faites attention à vos indices pour éviter tout risque. Parfait pour ça. Après, on a d'autres types d'opérations. On n'a pas que le fait de pouvoir récupérer une information. Je peux aussi la modifier. C'est tout bête, mais si je dis que L de -1 égale 5000, ou L de 0, pourquoi pas, égale 1000, j'ai changé mon 10 et mon 50 par 1000 et 5000. Du coup, si je réaffiche ma liste, effectivement, cette fois-ci, j'ai les informations que je viens de remplacer. Donc, on peut accéder aux données de la liste en lecture, on peut y accéder en termes de modification, mais on a d'autres opérations. Pour la liste exhaustive des opérations disponibles sur la liste, je les ai remis sur mon site. Si vous revenez sur cours.fr, que vous allez dans la section Python, et puis dans le tuto, voilà, vous avez ici les différents chapitres, et on en est à parler de la manipulation des listes. Regardez, vous avez ici l'accès aux données, et puis à partir de là, vous pouvez ajouter des informations. Donc pour ajouter des informations, vous auriez peut-être plusieurs manières de faire. Une première possibilité, ce serait le append. Le append, ça permet d'insérer une donnée. Mais par contre, je l'insère où ? Je l'insère à la fin. D'accord ? En append, c'est j'ajoute une donnée à la fin de ma liste. Regardez, si je fais un L.append de 60, on se retrouve avec maintenant 6 valeurs. La liste a été modifiée, elle a changé de taille, maintenant elle a 6 valeurs. Et du coup, si je l'affiche, on a bien notre dernière valeur. Oui, au passage, une petite chose que j'ai peut-être oublié de vous faire voir tout à l'heure, mais si vous faites un type de L, ça vous renvoie qu'on a bien affaire à une liste. Je parle de liste parce que c'est le nom qui est consacré à ce type de données au niveau de Python. D'accord ? Maintenant, si vous me parlez de tableau, ce n'est pas forcément faux. C'est vrai que dans d'autres langages de programmation, on a plutôt tendance à parler de tableau, mais en tout cas ici, c'est la liste. Et donc, on a des possibilités pour ajouter des valeurs à la liste. Donc ici, j'ai bien ajouté 60 à la fin. Maintenant, ce que je peux faire, c'est ajouter une nouvelle information en plein milieu de ma liste. Imaginons entre 30 et 40 ici. Je veux insérer une nouvelle valeur. Pourquoi pas 35 ? Ça, c'est la donnée à l'indice 0. Ça, c'est la donnée à l'indice 1. Ça, c'est la donnée à l'indice 2. D'accord ? La troisième, l'indice 3, c'est celle-ci. C'est la quatrième information, mais l'indice 3, c'est le 40. Donc, je veux insérer entre 2 et 3. On va insérer aller à la position 3, mais ça va décaler le reste. Et regardez, si je fais un help, on venait de voir il y a quelques instants qu'on avait la méthode append. Vous pouvez obtenir la documentation, on insiste bien qu'on est à la fin. Vous avez une autre méthode qui s'appelle insert. D'accord ? Ça insère une donnée à une position. D'accord ? Ça, c'est la liste courante. À chaque fois qu'on a une doc sur une méthode, self représente la liste courante, qu'on passe à gauche. On ne s'en occupe pas. Ce qui nous intéresse, nous, c'est de voir qu'on va mettre l'index en premier, la position d'insertion et la donnée qu'on veut ajouter. Donc, si je fais un L.insert, si je dis que j'insère à la position 3, donc
au niveau du 40. Et si j'affiche 35, bon, si je regarde maintenant ma nouvelle liste, on a bien ajouté 35 entre 30 et 40. D'accord? Donc vous avez comme ça différentes méthodes qui permettent d'insérer une valeur. On a même des manières de faire où on pourrait insérer plusieurs valeurs. Regardez, je remets ma liste dans son état initial. Voilà, et je l'appelle L1, pourquoi pas. L2, il contient 60, 70, 80, 90 et 100. Donc j'ai deux listes. Ce que je peux faire, c'est L1.extend et je mets ma deuxième liste. Vous pouvez obtenir la doc, vous pouvez demander l'aide en ligne sur la méthode extend. Ça permet de faire quoi? Ça permet d'ajouter à la première le contenu de la seconde liste. Si maintenant je fais L1, j'ai ajouté dans L1 toutes les informations qu'on avait dans la seconde. D'accord? Donc là, je ne travaille plus sur une valeur. En vérité, je travaille sur plusieurs valeurs d'un coup. D'accord? Regardez, dans le même ordre d'idée, vous auriez pu faire L1 plus égale L2. Alors là, on a vraiment deux opérations un peu synonymes. Que vous fassiez un extend, vous fassiez un plus égal, ça revient au même. J'ajoute dans la liste courante, parce qu'on va la modifier, la liste courante, le contenu de la liste 2. D'accord? Regardez bien, on a très exactement le même résultat. Et il ne faut pas confondre le plus égal avec le plus. Regardez, je repars à 0, je fais L1, L2, voilà, donc mes deux listes sont réinitialisées avec des valeurs de départ. Et maintenant, je fais L1 plus L2. Là, ça ne fait pas la même chose, par contre. Là, on n'a rien à voir avec le extend. Là, c'est je concatène mes deux listes pour en produire une nouvelle. Mais ni L1 ni L2 ne seront changés. Là, je vais l'appeler full. Voilà. Si je fais ça, full, il vaut combien? Il vaut la somme de tous les éléments des deux listes. Par contre, ni L1 ni L2 n'auront été changés. D'accord? Donc attention par rapport à ces opérations que je viens de vous montrer, ce n'est pas exactement la même chose. Donc le extend ou le plus égal modifie la liste de gauche, à savoir L1 dans les deux cas. D'accord? Il n'y a pas trop de différence entre cette façon de faire ou celle-ci, c'est assez identique. Par contre, si vous vous amusez à faire des plus, vous pouvez aussi. Mais là, on n'ajoute pas dans une liste. On ne modifie pas le contenu d'une liste existante. On produit une nouvelle liste. Petite variation. Bon, en tout cas, voilà, vous avez plein de manières de pouvoir ajouter des éléments à une liste, d'accord? Soit en travaillant les éléments un par un, soit en travaillant par paquet. La méthode extend et ses autres possibilités, je les ai un peu repris, notamment à la fin du support, vous retrouverez des clins d'œil à ces possibilités. Et il y a d'autres opérations néanmoins qu'on peut aussi utiliser au niveau d'une liste. Et notamment, si je peux ajouter des données, on se doute, ce que je peux aussi faire, c'est retirer des données à ma liste. D'accord? Je vais faire comme ça, c'est plus rapide pour moi. Et donc, vous avez des possibilités. Là, il y en aurait deux qui m'intéressent pour supprimer une valeur. Soit vous pouvez utiliser la méthode pop, soit vous pouvez utiliser l'opérateur del. Ce n'est pas tout à fait les mêmes syntaxes. En tout cas, sur un del, comme c'est un opérateur, il n'y a pas de parenthèse par défaut. D'accord? Regardez, je m'explique. Je reprends mon exemple. À partir de là, je vais faire L1 égale, je vais reprendre la liste qu'on avait il y a quelques instants. Voilà, donc on repart de cet état-là. Bon, la liste n'avait pas été modifiée, mais c'est juste pour que vous ayez tout à l'écran, sous les yeux. À partir de là, ce que je pourrais faire, c'est un del de L1 crochet de 2. Alors, qui est crochet de 2? Ça, c'est l'indice 0, ça, c'est l'indice 1, là, on a l'indice 2. Si je fais un del comme ça, ça ne fait rien, ça ne vous calcule rien, excusez-moi. Ça fait quelque chose, mais ça ne calcule rien. Donc, je n'ai pas de résultat qui m'est affiché sur la console. Par contre, j'ai eu une action sur la liste. J'ai supprimé la position 2. Donc, le 30 a été éradiqué de la liste. Regardez, je remets ma liste dans l'état d'origine. J'aurais pu faire autre chose. J'aurais pu faire L1.pop à la position 2. Grosso modo,
au final, on a fait la même chose. C'est-à-dire qu'on a sorti 30 de la liste. Par contre, la différence entre le pop ou l'opérateur del, c'est que là, en l'occurrence, la méthode ici, elle vous renvoie la valeur qui a été supprimée de la liste. C'est-à-dire que je viens de récupérer la valeur que j'ai dégagée. Et du coup, si je fais L1, vous voyez, on a sorti l'information à la position 2. Mais j'ai pu la récupérer. Si vous voulez la sortir pour après la récupérer dans une variable et traiter cette information-là, en faisant un pop, vous récupérez la donnée. Toujours pareil, je vous invite de temps en temps à faire des help sur certaines des méthodes qu'on utilise, comme ça vous permet de voir des choses des fois un petit peu subtiles. Et donc effectivement, ce qu'on voit, c'est que l'index, en vérité, par défaut, il a une valeur. Et cette valeur, c'est -1. -1, c'est l'indice du dernier. Vous vous rappelez, on avait vu ça il y a quelques minutes. Ça veut dire que si je réaffiche mon L1, momentanément, il vaut 10, 20, 40, 50. Si je fais un L1.pop et que je mets rien, dans ce cas-là, mon indice par défaut, c'est la fin. Donc je sors la dernière valeur de la liste. Du coup, on est bien d'accord, L1 a encore été modifié. Je viens de lui retirer encore une valeur. Bon, et puis après, vous avez une autre méthode qui est encore plus radicale. Ce que je viens de vous montrer, là, que ce soit l'opérateur del ou la méthode pop, on a travaillé un élément à la fois. Mais ce que je peux, c'est nettoyer complètement ma liste. Dans L1, actuellement, il me reste 3 données présentes actuellement dans la liste. Je peux faire un clear. Si je fais un clear sur une liste, ça nettoie complètement la liste. Regardez, je fais un L1.clear. Bon, il n'y a plus rien dans L1. On a complètement nettoyé la liste, on a retiré l'intégralité des données. C'est comme si j'avais fait des del pour chacun des indices existants. Regardez, une autre façon de faire un clear en utilisant l'opérateur del. Imaginons, là je vais faire un programme parce que ça sera plus facile pour moi, mais imaginons qu'on a donc un certain nombre de valeurs, 10, 20, 30, 40, 50, pourquoi pas. Ce que je peux faire, c'est un while. Alors, excusez-moi, d'abord je vais printer le contenu de ma liste. Voilà, comme ça on verra la liste apparaître. On est bien d'accord, pour le moment on a 5 valeurs. Jusque-là, rien de bien compliqué. Maintenant je vais faire une boucle. Tant que quoi ? Tant que la longueur de ma liste L1, il est supérieur à 0. Ça veut dire que j'ai encore une donnée dans cette liste. Ce que je peux faire, c'est faire un del de l'élément à la position courante. Position quoi ? La position courante, excusez-moi, c'est pas ça que je voulais dire, mais à la position 0. Voilà, c'était ça que j'avais en tête. Bon, ma liste, au fur et à mesure, va être réduite. D'accord ? Regardez, au pire des cas, ce que j'aurais pu faire, c'est des affichages intermédiaires. Une fois que j'ai retiré l'élément à la position 0. Regardez, si je relance mon programme, effectivement, au fur et à mesure, à chaque fois, je supprime une information, le 10, le 20, le 30, le 40, le 50. Au final, j'ai la liste, il n'y a plus rien dedans. D'accord, c'est assez équivalent à faire un clear. D'accord, c'est à peu près la même chose, sauf que soit j'utilise la méthode, soit je peux le faire moi à la main, mais ça aurait été dommage de taper tout ce code-là, alors que on pouvait le faire directement via la méthode. Maintenant, si on veut traiter les informations qu'on supprime de la liste, dans ce cas-là, le del ne va pas m'être utile. Je préfère dire value égale, et là je vais sur ma liste L1 faire un pop de la donnée à la première position, pourquoi pas, donc position 0. Et du coup, là, je peux traiter ma donnée. Bon, moi, mon traitement, ça va être un affichage sur la console. Pourquoi pas ? Mais en tout cas, j'essaye de traiter l'information que je viens de sortir de ma liste. D'accord ? Au final, quand on aura fini, effectivement, il n'y aura plus rien dans la liste. Mais j'aurais pu traiter toutes mes données. Vous avez vu, ça marche très bien. Bon, après, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut parcourir les listes. Alors, ce que je viens de faire pour le moment, c'est de la parcourir via un while. J'ai fait quelque chose d'assez bourrin, mais en vérité, on peut travailler différemment. Si on veut parcourir une liste pour simplement afficher les valeurs de la liste, d'accord, on peut simplement dire, au lieu de faire ça, qu'on va faire un for. Je vais créer une variable qui va contenir une de mes données de la liste. Pourquoi pas value.
je vais dire in quoi? Je vais parcourir toutes les valeurs une par une de ma liste L1. D'accord? Et une par une, je vais les appeler value. Si là, je fais un print de ma valeur, et bien effectivement, j'ai réussi à parcourir toutes mes données. Donc le plus simple pour parcourir une liste, si vous voulez simplement consulter les valeurs, le plus simple serait certainement d'utiliser le for. Par contre, si vous voulez modifier la valeur, pourquoi pas un while peut vous permettre d'avoir un indice, ce qui vous permettrait de pouvoir travailler indice par indice. Donc il y a différentes manières de faire. Moi personnellement, en tant que possible, j'essaye de privilégier le for, c'est quand même beaucoup plus compact pour un résultat strictement identique. Bon, parfait pour ça. J'espère que tout est clair jusque-là. Et puis à partir de là, maintenant, on a des opérations que je qualifierais d'un petit peu subtiles et qu'il faut que je vous montre au niveau d'une liste. Je vais revenir en mode interactif, ce sera plus simple pour faire mes démos. Je vais repartir d'une liste avec un état classique. Donc 5 valeurs de type entière, pourquoi pas, mais 5 valeurs étant 10, 20, 30, 40 et 50, c'est parfait. Bon, je sais qu'on peut utiliser l'opérateur crochet pour aller accéder à une donnée. Si je fais L1 crochet de 1, qu'est-ce que je vais récupérer? N'oubliez pas, je ne vais pas récupérer la première valeur, mais bien la deuxième. C'est un indice, et les indices commencent à 0, n'oublions pas. Donc, je récupère mon 20. Très bien. Bon, ça, on l'avait fait tout à l'heure, il n'y a pas de souci. Par contre, ce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'à l'intérieur de ces crochets, au lieu d'avoir simplement un indice, je peux avoir ce qu'on appelle une slice. En français, une slice, c'est une tranche. On va pouvoir avoir des tranches de notre tableau. En vérité, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans les tutos précédents, on avait parlé des chaînes de caractères et on avait déjà vu cette notion de slicing. On l'avait, nous, testé sur des chaînes de caractères, mais en vérité, ça peut être clairement utilisé au niveau de liste. C'est exactement les mêmes syntaxes que ce que je vous avais montré pour les chaînes de caractères. Si vous aviez un petit peu oublié ces aspects-là, vous pouvez retourner sur la page pour retrouver ces informations. Et donc, du coup, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ici, on était en mesure de mettre un 2 points. Et là, pourquoi pas, je mets 4. Et la question, c'est qu'est-ce que je vais extraire si je fais cette tranche-là? Alors, petite chose à se rappeler par cœur, ça il faut l'apprendre et il ne faut pas le perdre de tête. C'est pareil que pour les chaînes de caractères. Quand vous mettez une tranche, une slice, l'indice de fin, il est exclusif. C'est-à-dire que si je considère que ça c'est l'indice 0, le 1 il est là, le 2, le 3, le 4. Donc vous pourriez penser que je vais extraire de 20 à 50. Sauf que l'indice de fin, c'est l'indice où on arrête le traitement et la valeur est non considérée. Donc en vérité, le 50, je ne vais pas le considérer. Donc on va extraire quoi? On va extraire 20, 30, 40. Regardez, on valide ce que je suis en train de vous dire. Et donc effectivement, l'indice de fin n'a pas été considéré. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je vous avais dit que moi j'avais un moyen mémotechnique au démarrage pour me rappeler de tout ça. C'est je me souvenais que le nombre d'éléments que j'allais extraire, c'était la borne maximale moins la borne minimale. 4 moins 1, 3. Donc j'extrais 3 informations. D'accord? Donc on peut faire des tranches comme ça pour extraire des sous-tableaux, si vous voulez, des sous-listes à l'intérieur de votre liste. Il faut savoir que vous n'êtes pas obligé de mettre les deux indices. Si vous dites ça, ça veut dire que j'extrais du début jusqu'à l'indice 4 exclusif. Si vous faites la chose dans le sens inverse, j'extrais la sous-liste à partir de l'indice 1 jusqu'à la fin. Mais la fin, c'est la longueur. En vérité, là, ce que je viens de considérer, c'est ça. C'est-à-dire que mon indice de fin, c'est la longueur de la liste. D'accord? Donc, il va jusqu'à arriver après le dernier élément. D'accord? Et donc, du coup, on a bien extrait jusqu'à la fin la donnée. L'indice de fin, ici, c'était la longueur du tableau. Et comme la longueur est exclusive, on va bien de 0 à n-1, si n est la longueur de la liste. Et vous pouvez carrément faire ça, mais alors là, je ne sais pas trop s'il y a un réel intérêt à débattre. Mais si vous vous dites que vous faites une extraction de L1 de tous les éléments à partir du début jusqu'à la fin, du coup, vous avez récupéré la liste dans son intégralité. Dans ce cas-là, autant taper L1. Ça fait la même chose.
Donc là, avec les deux indices qu'on peut contrôler sur cette syntaxe, je peux extraire, on est d'accord, hein, donc toute ou une partie de la liste. C'est pratique. Mais en vérité, tout comme pour les strings, tout comme pour la classe str, on avait la possibilité aussi de mettre des pas. Je sais pas, j'avais fait cette démo, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je crois de mémoire que j'avais Hello World. Voilà. Et j'avais demandé à extraire tout du début jusqu'à la fin, et par pas de 2. Bon, du coup, il m'a extrait le H, puis après le L, puis après le O, puis après le W, et ainsi de suite. De vous à moi, je ne pense pas que ça, un jour, ça vous soit utile. À mon sens, il n'y a aucun intérêt qui me vienne clairement à l'esprit de sortir des caractères, tous les N au niveau d'une chaîne de caractères. En tout cas, moi, personnellement, ça ne m'a jamais été trop utile, sauf à montrer cette possibilité-là. Par contre, sur les listes, là, ça devient très pratique. Imaginez, vous avez une liste avec des coordonnées. On va imaginer ces coordonnées, ce sont des coordonnées de type latitude, longitude, altitude. Mais imaginons qu'on ait tout en vrac dans une seule liste. On a une altitude, une longitude, une altitude. Je mets des valeurs bidons, hein. Ce n'est pas des vraies coordonnées, c'est juste pour la démo. À partir de là, ici, j'ai 10, 11, 12. Ça, c'est une autre coordonnée. Ici, j'ai encore une autre coordonnée. Imaginons. Et encore une troisième. Quoi, une troisième? Une quatrième. Autant pour moi. Donc, j'ai à chaque fois des trios qui correspondent à mes coordonnées. Eh bien, imaginons que je veuille extraire toutes les latitudes. Mes latitudes, on imagine, c'est à chaque fois la première information ici. On peut imaginer aussi, au lieu de parler de latitude, longitude, altitude, on pourrait imaginer que c'est un tableau de coordonnées dans l'espace, hein, avec des x, y, z. Ça reviendrait au même. Hein. Là, on aurait un trio x, y, z, un autre trio x, y, z et encore un dernier. Pourquoi pas? Bon, que ce soit des latitudes ou que ce soit des coordonnées, c'est pareil. Si je veux sortir, on va revenir sur le scénario des latitudes, si je veux sortir toutes mes latitudes, il faut que je le fasse par pas de 3. Regardez, je peux faire coords. Je dis que je vais de 0 jusqu'à la fin de mes coordonnées. Et je sors mes informations par pas de 3. Bon, j'ai bien récupéré toutes mes latitudes. Comme là, j'ai considéré le tableau dans son intégralité, j'aurais pu aussi tout simplement faire ça. Hein. Ça aurait très très bien marché. Ça fait la même chose. Je vais du début jusqu'à la fin. Mais maintenant que j'ai mes latitudes, si je voulais avoir mes longitudes, je veux toutes les longitudes présentes dans le tableau. Du coup, ça va ressembler à ça. Je ne vais pas m'embarrasser avec l'indice de fin, parce que je veux aller jusqu'au bout. Mais par contre, au lieu de commencer en position 0, je vais commencer en position 1. Je voudrais sortir le 2, le 11, le 21 et le 31. Bon, j'ai bien récupéré mes données. Imaginons que je veuille récupérer toutes les altitudes. Il me suffit de commencer sur la troisième information, donc indice 2. Et toujours pareil, avec un pas de 3. Ça me permet de sortir toutes mes altitudes. Donc là, sur un exemple de ce type-là, ça peut présenter un réel intérêt. D'accord, ça c'est la notion de slice, de tranche. D'accord. Alors, je fais une petite digression, là, je sors du cadre de la slice quelques instants, mais c'est vrai que vous auriez pu me dire, oui, mais sur le coup, là, des coordonnées, c'était peut-être pas très malin. On aurait pu peut-être regrouper les coordonnées dans des sous-listes elles-mêmes. Comme ça, j'avais une liste non pas de plein de valeurs, mais simplement de 4 éléments, et chacun des éléments était lui-même une liste. C'est vrai que c'est pas mal, hein, ça marche bien aussi. Hein. Y a même peut-être plus d'intérêt à faire ce genre de choses-là, mais c'était pour vous montrer un exemple possible pour la tranche. Mais c'est vrai que si vous voulez avoir un ensemble de coordonnées, travaillez peut-être plus comme ça, c'est peut-être plus logique. Là, j'ai un tableau de 4 éléments, et chacun de mes éléments, c'est quoi? En vérité, chacun de mes éléments, c'est lui-même une liste. Là, je prends ma deuxième coordonnée. D'accord? Du coup, regardez, si je reviens ici, j'ai bien 10, 11 et 12. Et dans ce cas-là, si je veux après récupérer quelque chose, je vais le récupérer à l'intérieur de cette sous-liste. Bon, c'est à vous de voir, ça dépend des cas, mais oui, effectivement, j'aurais pu gérer les choses différemment. Si je reviens dans mon scénario initial, là,
Effectivement, là, il faut comprendre que du coup, la taille de mon tableau coord, c'est un multiple de 3. D'accord ? Si je fais un len ici, on a 12 informations, parce que chaque information est en vérité répartie sur 3 informations dans la liste. Voilà. Donc à vous de trouver, en fonction des besoins, ce qui pourrait vous être le plus utile, mais dans tous les cas, ici, j'ai réussi à récupérer toutes mes coordonnées en fonction que je veuille des latitudes, des longitudes ou des altitudes. Bon, il faut savoir que ces slices, elles peuvent servir à autre chose. Vous pouvez utiliser des slices pour supprimer des données ou pour modifier même des données. Regardez, si je reviens sur mes coords ici, là j'ai toutes mes latitudes. Et est-ce que là je peux faire ça ? Là non, je ne peux pas travailler sur un ensemble d'informations d'un coup. D'accord ? Donc si vous vouliez faire ça pour mettre à 0, 1 sur 3, ça ne marche pas. Par contre, là où c'est rigolo, c'est que ça marche en suppression. Et donc du coup, si je regarde mon tableau coords, j'ai plus des triplés. Je n'ai plus que des doublés parce que j'ai supprimé toutes mes latitudes. D'accord ? Il ne me reste plus que mes longitudes et mes altitudes. Mais en tout cas, j'ai réussi à supprimer un certain nombre d'informations par paquet. D'accord ? Donc on peut utiliser des slices pour faire certaines opérations, notamment de suppression de données. Très bien. Bon, allez, à partir de là, imaginons. Je vais passer sur autre chose. Imaginons, j'ai un tableau de données. Allez, tiens, je vais faire un truc. Regardez ça, je ne l'avais pas tapé forcément. Mais ça, j'ai le droit de le faire. Allez, je vais appeler ça data plutôt. J'ai le droit de faire ce genre de choses. Regardez, je le tape dans ma console interactive. Voilà. Qu'est-ce que c'est que data ? C'est bien une liste. Sauf que cette liste, elle contient combien d'informations ? Elle en contient 0. Très bien. Donc là, j'ai une liste vide. Maintenant, je vais aussi charger, on avait vu ça dans des précédents tutos, mais il y a un module de code, il y a un fichier random.py qui est proposé par Python. À partir de ce module, de ce fichier de code, je vais importer la fonction randint. Je ne sais pas si vous vous souvenez, randint permet de pouvoir tirer une valeur aléatoire. D'accord ? Et je veux que cette valeur soit typée entière. Pourquoi pas ? Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une boucle. Là, en gros, je suis en train de dire, je veux tourner 10 fois. Pourquoi pas ? C'est une syntaxe qui permet de faire une boucle 10 fois. Quelque part, la variable, je ne vais absolument pas m'en occuper. Ce que je vais simplement faire, c'est de dire que dans data, je vais invoquer la méthode append pour y injecter une valeur aléatoire, comprise entre 0 et 9, pourquoi pas. Alors il faut savoir, si là vous prenez la doc, d'accord, de randint, alors là j'ai pas directement la doc ici, c'est peut-être un petit peu dommage. Est-ce que là il me dit grand chose ? Non. Mais, voilà, on a typiquement un cas de figure où c'est pas évident de trouver de l'information. Alors heureusement, on a le lien ici pour repartir sur le site officiel Python. Allez, je vais y aller quelques instants. Et en gros, ce que je voulais vous montrer, c'est que la fonction randint, la valeur de fin que vous donnez, cette fois-ci, elle est comprise. D'accord ? Elle est inclusive. D'accord ? Si vous voulez être entre 0 et 9 et ne pas avoir 10, c'est pas la peine de mettre 10 comme on l'avait fait dans plein de cas. C'est bizarre parce que regardez, c'est vraiment un truc qui est un petit peu embêtant, moi je trouve, au niveau de Python, c'est qu'il faut sans cesse faire attention à ça, mais souvent les indices de fin sont exclusifs. Là, je dis que je fais une boucle. Là, le 10, il est exclusif. Je vais aller de 0 à 9. D'accord ? Mais le 10, je ne l'ai pas considéré. D'accord ? Donc c'est vrai qu'on a souvent l'habitude de dire que l'indice de fin est exclusif. Pas ici. Là, je peux avoir un 0. Là, je peux avoir un 9, excusez-moi. Donc, je n'ai pas besoin de mettre 10 pour mettre une valeur hors borne. Bon, très bien, une fois que j'ai fait ça, je print mes données. Bon, on est bien d'accord, on a des données aléatoires.
Donc voilà les données que j'ai envoyées. D'accord, bon, ben, on peut avoir le 9, hein, en tout cas, on le valide ici. On a bien la valeur qui est considérée, ça va de 0 à 9. Très bien, bon, c'est du random, donc à chaque fois, je vais avoir un tableau avec des valeurs différentes. Pourquoi pas? Maintenant, on imagine, ce qu'on veut, c'est sortir de cette liste toutes les valeurs qui seraient supérieures ou égales à 5. Imaginons. Et je veux les stocker dans une nouvelle liste que je vais appeler data2. Donc je veux considérer que les valeurs qui seraient supérieures ou égales à 5. Comment je vais faire ça? Je peux faire un for i in data, et if i est supérieur ou égal à 5, dans ce cas-là, cette donnée m'intéresse, je vais l'ajouter à ma liste. Oui, alors i, c'est peut-être pas une bonne valeur, parce que là, c'est plus un indice, là, c'est plutôt la valeur, voilà. Je trouve que c'est plus cohérent d'avoir des noms de variables qui soient bien trouvés. Je vous avais dit, si vous voulez avoir un code lisible, quand on avait parlé sur le tuto des variables, là, je vous avais dit, ce qu'il faut, c'est qu'à la simple lecture, on comprenne un petit peu ce qu'on manipule. C'est vrai que là, autant là, je pouvais considérer que j'avais un indice, là, c'est plutôt une valeur que je récupère à l'intérieur de ma collection. Donc, je trouve que value ici ira mieux. Bon, du coup, si je fais un print de data2, on est d'accord, normalement, je n'aurai que les valeurs de la liste qui seront supérieures ou égales. J'ai fait une petite bêtise. Voilà, qui seront supérieures ou égales à 5. Regardez, dans l'exemple qui est là, les 2 zéros, on les oublie, le 8, on le garde, tout ça, on va oublier, le 7, on va le conserver, et le 0, on va oublier. Donc, il ne nous reste plus que 8 et 7. Allez, je le relance une autre fois. Là, vous voyez, il y avait 3 valeurs cette fois-ci qui répondaient à mon critère. Voilà comment j'ai réussi à filtrer les données de ma liste d'origine pour ne conserver que celles qui m'intéressaient. Voilà. Ici, on filtre les données de data qui sont supérieures à 5. Supérieures ou égales à 5. Ok? Très bien. Et ce que j'ai fait, c'est pas bien. Je l'ai tapé pour vous prouver que c'était pas forcément bien. Comme ça, a priori, ça semblerait être pas mal, mais tout ça, je pourrais l'écrire de manière beaucoup plus compacte. On a un concept en Python, c'est ce qu'on appelle les list comprehensions, ou les compréhensions de listes, ou listes en compréhension. Il y a plusieurs termes qui reviennent au niveau de Python. Allez, normalement, le mieux, ce serait de parler de liste en compréhension, ce serait le terme le plus adéquat si on cherche à avoir une traduction française. Mais sinon, c'est les comprehension lists en anglais. Et donc, du coup, comment ça marche, cette histoire-là? C'est une syntaxe qui est un petit peu compacte, d'accord, et qui va permettre de refaire exactement la même chose que ce que j'ai fait là. Regardez, toutes ces lignes, je les prends, je les commente. Vous vous rappelez, en faisant le CTRL et le slash qui est sur le pavé numérique au-dessus du 8, ça vous permet de commenter un bloc d'instructions. Et tout ça, j'aurais pu l'écrire en faisant data2 égale. Et là, je dis, ce que je veux, c'est une liste. Data2, ça va être une liste. Pourquoi je suis en train de dire ça? Parce qu'il y a des crochets. Et en gros, tout l'algorithmique que j'avais mis en dessous, je suis capable de le mettre ici. C'est-à-dire que je vais dire que dans ma liste d'origine, je vais injecter mes valeurs. Mais d'où est-ce qu'elles sortent, ces valeurs? For value in la collection. La collection, c'était data. Et if, là, je vais avoir le filtrage. If quoi? If value est supérieur ou égal à 5. Alors vous allez me dire, oui, mais grosso modo, c'est à peu près ce qu'on avait ici. Je vous l'accorde. Mais j'ai fait en une ligne, de manière assez compacte, ce que là, j'avais fait en plusieurs lignes de code, en 4 lignes de code. Et du coup, regardez, je relance mon programme. Voilà, ça marche très bien. Vous avez vu, ici, j'ai 7, 5, 9, 7, 6 et 9. Et toutes les valeurs inférieures ont bien été retirées de la liste.
Vous voyez, à chaque fois, ça marche. Hein. Et dans la deuxième liste, si vous regardez au fur et à mesure que je clique, on ne conserve plus que les valeurs qui seraient supérieures ou égales à 5. Ah, là, j'en ai eu beaucoup cette fois-ci. Bon, ben ça, c'est fait avec une liste en compréhension. Et donc, en une ligne, je suis capable d'exprimer ce que je veux traiter, un éventuel filtrage et ce que j'applique comme valeur. Regardez ici, ce que j'aurais pu faire, c'était faire un x10, si je voulais. Dans ce cas-là, dans ma deuxième liste, au lieu d'avoir les données brutes telles qu'elles étaient dans le tableau d'origine, je vais récupérer que celles qui sont au moins supérieures ou égales à 5, et en plus de ça, je vais les multiplier par 10. Regardez, si je fais cette petite modification, du coup j'ai 70, 70, 50, 60, 80, parce que j'avais 7, donc ça a donné mon 70. Le deuxième 7 a lui aussi donné 70. Le 50, excusez-moi. Le 5 a donné le 50. Le 6 a donné 60 et le 8 a donné 80. Je vais y arriver. Donc en tout cas, ça a bien marché, ça a traité toutes mes données et cette fois-ci, ça m'a conservé mes valeurs multipliées par 10. Donc voilà un exemple d'utilisation d'une liste en compréhension. Alors attention, hein, les listes en compréhension ne marchent pas que et uniquement que sur des valeurs numériques, ça peut marcher sur n'importe quoi. Regardez, je fais un autre exemple. J'efface tout ce que j'ai tapé là, c'était un petit exemple de démonstration. Et là, je vais partir cette fois-ci sur une liste qui va contenir des chaînes de caractères. Et je vais y mettre quoi? Je vais y mettre des langages de programmation. On va y mettre C, C++, Java, Python, Perl, Visual Basic. Pourquoi pas? Donc très bien, j'ai une liste qui contient un certain nombre de chaînes de caractères. À partir de là, mon objectif, ça va être de recréer une deuxième liste. Dans cette deuxième liste, je veux des noms de langage qui soient capitalisés, c'est-à-dire avec la première lettre en majuscule. Et en plus de ça, je veux uniquement les langages de programmation qui commenceraient par P. Pourquoi pas? Bon, je peux faire un languages2 qui est égal à une compréhension de liste. Je vais mettre quoi? Je vais mettre un langage. Ça, c'est le nom de ma variable. Je suis en train de l'inventer. Je l'appelle lang. Ce langage, comme je me doute que ça va être une chaîne de caractères, je veux invoquer dessus la méthode capitalize. On va y arriver. Et cette variable, elle vient d'où? For lang in ma collection d'origine, languages. Si je m'arrête là, je ne suis pas obligé d'avoir de filtrage. Si je m'arrête là, dans ce cas-là, je vais traiter toutes mes données. Donc effectivement, dans ce cas-là, je n'ai pas que ceux qui commencent par P. Je vais avoir tous les langages. Regardez, je relance mon programme. Effectivement, j'ai bien tous mes langages qui ont été capitalisés. Maintenant, si je veux filtrer, je rajoute en partie droite le if, le filtrage, et je dis qu'est-ce que je veux conserver? Tous les langages qui auront en premier caractère la lettre P. Et c'est égal, bien entendu. Il faut que je fasse attention. Et donc du coup, je relance mon programme. Je n'ai plus que quoi? Je n'ai plus que les langages qui commencent par P. Donc j'ai bien capitalisé par rapport à ma liste d'origine tous ceux qui commençaient par P. Les autres, je ne veux pas les considérer. Bon, ça, c'est une liste en compréhension, mais qui travaille cette fois-ci sur des données de type str. J'ai utilisé des strings. D'accord. Vous avez quelques autres exemples ici qui ressemblent étrangement à ce que j'ai fait. Là, vous avez vu, j'avais des valeurs négatives et positives et je voulais récupérer que les valeurs positives. Ça revient à peu près à ce qu'on avait fait tout à l'heure. Là, je vous montre que je peux faire un traitement sur mes données. Ici, je fais un x2. Voilà, et puis on peut se servir de ça aussi pour dupliquer des informations. Alors ça, la partie dupliquer les informations, j'en reparlerai dans un futur tuto. Mais je vais commencer à faire une petite intro rapide pour comprendre pourquoi je parle de ça, même si je vais y revenir un petit peu plus tard. Mais regardez, ici je fais L1 égale 10,20,30.
Donc j'ai une liste à 3 éléments, je pense qu'il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Normalement, vous avez bien les choses en main. À partir de là, je crée une deuxième liste qui est égale à la première. Je dis que L2 en position 1, ça va valoir 2000. Et j'affiche L2. Bon, ben, qu'est-ce qu'on va avoir? On était parti de 10, 20, 30, on a créé une autre liste qui s'appelle L2, donc normalement j'ai 10, 20, 30, 10, 2030. Impeccable. Et là, la question qu'on est en droit de se poser, c'est L1. Si on part du principe de ce que je viens de dire il y a quelques secondes, si L2 est une copie, est une nouvelle liste, L1 aurait dû rester inchangé. Sauf que je vous ai menti. En vérité, ma phrase de tout à l'heure, elle était fausse. Quand j'ai fait L2 égale L1, en aucun cas, j'ai dupliqué ma liste. C'est un peu subtil, ces histoires-là, mais il y a des histoires de pointeurs. D'accord ? Des pointeurs, c'est une adresse mémoire. Et j'ai deux variables qui, en vérité, sont initialisées à la même adresse mémoire. C'est-à-dire que les deux variables pointent sur une seule et unique liste. Il n'y a qu'une seule liste en mémoire. Et j'ai deux variables qui référencent cette structure de données. Mais du coup, que je passe par une des deux variables ou par l'autre, ça ne changera pas grand-chose. De toute façon, j'ai qu'une seule liste. Et donc, j'ai réussi à modifier ce que j'avais dans L1 au travers de la variable L2. En vérité, j'ai fait un alias. Je n'ai jamais dupliqué ma liste. Donc du coup, c'est vrai que vous pourriez vous dire comment je fais pour cloner une liste. Je repars du scénario d'origine. J'ai 10, 20, 30. C'est clair que les listes en compréhension sont un moyen de pouvoir dupliquer une liste. Je vais mettre dans ma liste L2 les valeurs à l'identique for value in ma liste d'origine, ma collection d'origine. Donc si je fais ça, d'accord, L2, là pour le coup, c'est vraiment une copie de ma liste. Ça veut dire que si je fais un L2 crochet de 1 égale 2000, ça veut dire que cette fois-ci, L2, il vaut bien 10, 2000 et 30. Ça n'a pas changé. Mais par contre, L1, comme j'y ai pas touché, comme L2 est une copie de la liste d'origine, L1, cette fois-ci, il est bien resté à son état initial. D'accord ? Donc les listes en compréhension peuvent être une manière de dupliquer des listes. Bon, néanmoins, ce n'est pas la façon recommandée. Juste pour clore ce débat, en tout cas pour cette première présentation de la problématique de la duplication, il y aurait eu une façon beaucoup plus simple que d'utiliser une liste en compréhension, c'était de faire L2 égale liste de L1. En gros, je reconstruis une nouvelle donnée de type liste dont les données seront basées sur les valeurs de la première. D'accord ? C'est le moyen certainement le plus simple de cloner une liste, c'est en reconstruisant un nouvel objet de type liste. Par contre, il est initialisé à partir des données de la première liste d'origine. Si je refais encore une fois mon L2 crochet de 1 égale 2000, j'ai bien modifié L2. Par contre, L1 est resté inchangé, encore une fois, parce qu'on avait bien une copie de la liste. D'accord ? Donc si vous voulez dupliquer une liste, néanmoins la solution la plus basique qui soit et la plus simple à taper, en tout cas celle qui prendra le moins de caractères, c'est certainement de faire L2 égale liste de L1. Pour autant, ça marchait aussi, c'était pas très compliqué non plus, vous me l'accorderez, c'était pas très compliqué quand même. On fait aucun traitement et on fait aucun filtrage. On scanne la liste d'origine et on conserve les données à l'identique dans ma nouvelle liste. Bon, ça marche quand même. Donc voilà, deux manières de dupliquer une liste et méfiez-vous, on ne copie pas une liste en faisant simplement un L2 égale L1, ça c'est faux. Il faut se méfier de ce genre de choses, on y reviendra. Il y a un petit lien qui est cassé pour le moment, mais on y reviendra quand je vous aurai mis cette page. Très bien. Et donc, dernier point. Avant-dernier point, mais après, on va demander à faire des traitements sur les listes. D'accord ? Donc, qu'est-ce qu'on va avoir ? Vous avez, par exemple, la fonction len. Elle, on l'a vu, elle permet de calculer la taille de la chaîne de caractères, facile. Mais sachez qu'il y a d'autres fonctions qui s'appliquent à des listes. On peut avoir le max, qui calcule la valeur la plus grande dans la liste considérée. On peut avoir le min, qui calcule la valeur minimale dans la liste qui est proposée à ce niveau-là. Bon, sachez aussi
que ces deux fonctions, en vérité, peuvent aussi prendre des arguments à un nombre variable, donc vous n'étiez pas obligé de passer une liste. Mais si vous avez une liste en entrée, en tout cas max et min savent parfaitement travailler sur des listes. Vous avez sum aussi. Vous avez une liste qui contient un certain nombre de valeurs, vous pouvez calculer la somme de toutes ces valeurs. Regardez, je fais juste un petit test ici. On repart de ma liste d'origine 10, 20, 30. Si je fais un sum de L1, 10 plus 20 plus 30, espérons que ça fasse 60. Si je fais un max, espérons que je récupère 30. Si je fais un min, logiquement, je devrais avoir le 10. Et du coup, on a vu quelques fonctions qui nous sont proposées. Il y en aurait d'autres, je suis loin d'être exhaustif. Mais du coup, il faut comprendre un petit point de détail, c'est qu'on a toujours une difficulté, c'est que comme les chaînes de caractères, c'était ce qu'on avait dit aussi pour les chaînes de caractères, des fois j'ai certaines opérations qui me sont fournies sous forme de fonctions, certaines opérations, le cas de sum. Par contre, on est d'accord, je ne peux pas faire L1.sum de rien. Parce que sum n'est pas une méthode. Sum est une fonction, c'est comme ça. Il faut le savoir et il faut l'avoir appris par cœur. J'ai pas 36 autres solutions à vous donner pour savoir si c'est une fonction ou une méthode. Il faut le savoir. Pour les méthodes, c'est plus facile. Parce que quand vous faites L1 point, en tout cas si vous avez un atelier, d'accord, l'outil de développement peut vous suggérer ce qui existe. Et on voit bien qu'il n'y a pas de sum. Si vous descendez, on s'arrête là sur remove et reverse. Et après, il y a d'autres types de choses. Je passe pour le moment ces choses-là, on apprendra à les comprendre plus tard. Mais en tout cas, il n'y a rien qui s'appelle sum. Donc, quand j'essaye de le faire, ça va planter. Donc, sum n'est pas une méthode. Par contre, certaines autres opérations sont des méthodes. Par exemple, append. Si j'essaye de faire un L1.append de 40, ça marche bien. J'ai modifié ma liste, on l'avait vu tout à l'heure, ça continue à parfaitement fonctionner. Par contre, append n'est pas une fonction. Si vous essayez de faire un append de L1, virgule la valeur 40, imaginons, de toute façon, il va vous dire que la fonction n'existe pas. Il ne vous dit pas que j'ai mal mis mes paramètres dans un ordre qui ne serait pas le bon. Il me dit tout simplement que append n'est pas défini en tant que fonction. Et donc ça, c'est une réelle difficulté. Il faut toujours se rappeler la chose que vous allez vouloir utiliser. Est-ce qu'on doit l'utiliser avec une syntaxe fonction, c'est-à-dire nom de la fonction, parenthèse, la donnée, ou est-ce qu'on doit l'utiliser avec une syntaxe méthode, ça veut dire l'objet, la liste, point, le nom de la méthode, et éventuellement des données entre parenthèses. Là, vous avez quelques méthodes qui sont proposées au niveau de la classe list. On en a vu déjà certaines. Append, clear, copy. Alors copy aussi, ça permet de dupliquer une liste. Alors je vous ai fait voir le constructeur de liste. À mon sens, il est un petit peu plus utile. On verra pourquoi plus tard. Mais vous auriez pu aussi simplement invoquer la méthode copy. Très bien. Count, ça permet de compter dans une liste le nombre d'occurrences sur une valeur donnée. Regardez, je vais revenir ici sur une liste bidon. Voilà, je vais y mettre quelques données. Voilà. Si je fais L1, alors déjà si je fais un len de L1, j'ai 10 éléments. Ça, c'est facile. Maintenant, si je fais un L1.count, et si je lui demande est-ce que j'ai 10, il me dit oui. Mais par contre, je l'ai 3 fois. D'accord, 10, il était là, là et là. Est-ce que j'ai 40 ? Normalement, oui. 40 était présent une fois dans la liste. C'était la dernière valeur. On l'a encore sous les yeux ici. Donc c'est notre dernière valeur. Elle est présente qu'une seule fois. Et est-ce que j'ai 100 ? Non, la valeur 100 n'était pas présente dans la liste. Donc on peut savoir si une donnée est présente dans la liste ou pas. On peut rechercher une donnée dans la liste via la méthode index qui me permet de récupérer l'indice de la première occurrence d'une valeur. Voilà, on avait vu le extend pour ajouter le contenu d'une autre liste dans la première, le insert, le pop pour retirer une valeur. Par défaut, pop retire à la fin. D'accord ? Rappelez-vous que l'index, il valait -1. D'accord ? Et puis je peux faire un remove aussi. Mais en remove, je vais lui passer une valeur et il va me retirer la première occurrence d'une valeur. Vous pouvez renverser une liste. Regardez, je fais reverse.
Alors c'est des méthodes qui travaillent là pour celle-ci et pour la suivante que je vais montrer après, on travaille in place. C'est-à-dire qu'en gros on ne génère rien, on travaille dans l'objet lui-même, dans la liste elle-même. Donc là L1, maintenant regardez, il a ses valeurs renversées. Et puis je peux aussi faire un L1.sort, ça me permet de trier mes données. Et donc là, j'ai toutes mes données qui sont organisées. J'avais commencé avec ça au début de la formation, mais si vous faites un tri, pour pouvoir trier une liste, faut-il que la liste soit cohérente, c'est-à-dire que les données qu'on manipule soient toutes cohérentes entre elles. Là, j'ai bien que des valeurs numériques. On est donc capable de comparer ces valeurs numériques et de les organiser. Rappelez-vous que si jamais dans la chaîne, on avait une valeur qui n'était pas numérique, par exemple ici, je vais mettre un Toto. Voilà, si j'essaie de faire un L1.sort, on avait vu, ça se passe mal. D'accord, donc attention à avoir des données cohérentes si vous ne voulez pas avoir de soucis. Donc très bien pour ça. Donc c'est ici quelques méthodes. Si ces méthodes-là vous intéressent et que vous voulez en apprendre un petit peu plus, n'hésitez pas à aller voir ces méthodes dans le détail. Par exemple, je prends l'exemple de sort, c'est tout bête, mais on peut avoir des valeurs par défaut. Donc ce qui veut dire qu'on peut aussi prendre le contrôle sur le paramètre key et reverse pour demander à faire des choses un petit peu plus subtiles. On parlera de ça un peu plus tard, il nous manquerait éventuellement certaines informations pour notamment le key. Le reverse à la rigueur, ça c'est facile. C'est est-ce que je trie dans l'ordre croissant ou dans l'ordre décroissant, ça c'est facile à gérer. Regardez, à la rigueur, lui je pouvais vous le montrer d'entrée de jeu. Là j'ai ma liste de données, cette fois-ci elles sont bien toutes cohérentes. Là je fais un sort, j'ai trié dans l'ordre croissant. D'accord. Si maintenant je repars de ma liste non triée et que je fais un L1.sort et que je mets reverse égale true, je vais trier en ordre inverse. Donc du coup, ma liste connaît mes données, mais dans l'ordre décroissant. C'est tout bête, mais si vous n'allez pas voir toutes les méthodes que je vous propose et si vous n'allez pas voir s'il y a des subtilités au niveau des paramètres, des fois vous pourriez passer à côté de certaines possibilités. Donc soyez curieux et allez voir les méthodes une par une pour voir ce qu'elles proposent. Ici, en plus de ça, j'avais proposé quelques exemples un petit peu plus subtils, mais ça, on verra plus tard parce qu'il y a des choses ici qu'on n'est pas pour le moment tout à fait capable de comprendre, étant donné qu'il nous manque des éléments de syntaxe. Je verrai ça un petit peu plus tard. Donc parfait pour ça, vous avez ici quelques méthodes. Et puis vraiment pour clore le sujet, dans les chapitres précédents, on avait vu à plusieurs reprises que vous pouvez donner des informations de typage. Et là, vous auriez pu me dire, oui, mais comment je type une liste? Ça, c'était une bonne question. D'accord, du coup, c'est pas si simple que ça, parce que pour dire ici que j'ai une liste de quelque chose, je ne vais pas simplement mettre liste. Si là, je mets liste, en gros, ça marche, ça dit bien que j'ai une liste de type liste, mais j'aurais du mal à prendre le contrôle sur le type des données contenues. Si je veux pouvoir typer correctement ma liste et dire je veux une liste de valeurs flottantes, par exemple, du coup, je peux le dire en important ce type liste là, mais avec un L majuscule. D'accord, c'est ce qui me permettra de prendre le contrôle sur la nature des éléments contenus. Donc, pour avoir droit à ça, je dois faire un from typing import list. Mais attention, liste avec un L majuscule. Une fois que j'ai dit ça, c'est tout bête, mais si maintenant j'essaye de traiter ma liste avec des données qui ne seraient pas cohérentes, on le sait, l'outil PyCharm est capable de faire une petite analyse statique de code. D'accord, et donc il me dit, mais là il y a un problème. On dit analyse statique parce que c'est durant l'édition du fichier là qu'il analyse le code. C'est pas au runtime, on n'est pas en dynamique. D'accord, le statique souvent il s'oppose au terme de dynamique. Donc là il me dit simplement, voilà, ici je crois qu'il y a une incohérence à ce niveau-là. Regardez, je mets la souris et donc il me dit bien qu'a priori on attend du float, sauf que moi je lui ai passé une chaîne de caractères. Et du coup, on a des warnings à ce niveau-là qui nous montrent bien qu'on a un petit souci au niveau de la déclaration de notre liste. Par contre, si je m'entête et que j'essaye d'exécuter le programme, on sait qu'à l'exécution, le contrôle de typage n'est pas réalisé par Python. Donc lui, il a fait ce que je lui ai demandé. Il m'a affiché Toto dans ma liste, même si je n'ai pas respecté mon information de typage à ce niveau-là.
Donc n'oubliez pas que le contrôle de typage, il n'est pas garanti à l'exécution, hein. Il est juste en aide à la saisie. Au pire, ce que vous auriez pu aussi faire, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait vu qu'on a l'outil MyPy, hein, qui peut permettre, sur certains exemples, ça c'était un exemple précédent que j'avais lancé, mais regardez, là je relance mon code sur mon exemple ici, et il me dit bien que j'ai une erreur. D'accord ? Il me dit ici, l'erreur, elle est où ? Elle est sur la ligne 4 de mon programme, donc c'est bien la panne qui est ici, parce qu'on avait une liste qui était censée avoir que du flottant, et j'y ai passé une chaîne de caractères. Regardez, je reviens ici, je mets Toto, ou je mets un booléen, tiens, pourquoi pas. Bon, c'est pareil. Là, il est capable de vous dire qu'il y a une incohérence, hein, au niveau de la liste. Pourquoi ? Parce que j'ai quelque chose qui n'est pas numérique. Alors, le trou, non, j'ai une bêtise. Le trou, lui, il est capable de le convertir automatiquement. Mais si je fais Toto, voilà, là, le trou, il me le passait directement à la valeur 0, d'accord ? Parce qu'il y a une compatibilité entre les types booléen et numérique. Par contre, une chaîne de caractères, il n'y a pas de compatibilité de type. Donc à ce niveau-là, il me crache une erreur en me disant non, votre chaîne de caractères ou une donnée qui ne serait pas autorisée n'est pas légale. Regardez ici, j'aurais pu mettre une autre sous-liste. Voilà. Bon, ça, ce n'est pas un flottant. D'accord, regardez, je relance le contrôle de typage, et donc effectivement, il me dit non, on veut une liste de flottants, et donc lui, il se retrouve avec une liste d'entiers à la place d'un flottant, il n'est pas d'accord. Ok, donc l'avantage à utiliser le contrôle de typage, c'est que si vous faites une grosse bêtise, l'outil peut vous le montrer pour peu que vous ayez mis l'information de typage. Moi, je vous conseille d'utiliser ces choses-là. C'est pas ce qu'on retrouve la majorité des cas. Si vous cherchez quelques tutos sur Internet et que vous demandez à voir des tutos sur des listes, hein, et que vous demandez des petits exemples, vous verrez que la plupart du temps, c'est très très rare les cas où on va typer la liste. À mon sens, c'est un peu dommage. Pour moi, typer une liste, c'est une bonne pratique. Bon. À vous de voir comment vous voulez procéder. Dans tous les cas, voilà qui clôt ce que je voulais vous montrer sur cette notion de liste. Du coup, il faut s'entraîner un petit peu, hein. Donc n'hésitez pas à refaire toutes les manipulations que j'ai pu voir avec vous. Notez aussi que ici, j'ai des travaux pratiques. Alors, je ne vous montre pas les corrections, mais il y a quelques travaux pratiques qui vous sont proposés, quelques TP. Donc amusez-vous à les jouer. D'accord, et essayer de répondre aux critères, aux énoncés que je vous donne là. Toujours pareil, essayez de ne pas aller regarder directement la solution, ce serait dommage. Essayez de batailler un peu, c'est en bataillant qu'on apprend. Voilà. Et si jamais, par contre, vous étiez vraiment bloqué et que vous n'arriviez pas à terminer l'exercice, au pire des cas, vous pouvez aller voir la correction proposée derrière. Donc voilà. J'espère que ce tuto vous a plu, hein. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu et à repartager la vidéo et le site, pourquoi pas, hein, ça m'aide à faire connaître tout ça. On se retrouve très vite, hein, et donc le prochain tuto, on va parler d'un autre type de collection. On va voir, il n'y a pas que les listes en Python qui nous permettent de stocker plusieurs datas dans un conteneur. On a d'autres collections. On a les tuples, on a les sets, on a les dictionnaires. Ça, c'est les types les plus importants à connaître. Il y en aurait même d'autres, hein, qui sont notamment dans un autre module. Regardez rapidement, là je reviens sur la documentation que je vous ai proposée tout à l'heure. Là j'ai essayé ici, d'accord, de décrire quelques modules qui nous sont proposés au niveau de Python. Si on est curieux, il y a aussi un autre module qui s'appelle Collections et qui nous propose quelques autres classes de collection. Bon, très bien pour ça. Néanmoins, les collections les plus connues, les plus utiles, c'est surtout les listes, les tuples, les sets et les dictionnaires. Et donc, lors du prochain tuto, on va s'intéresser à la notion de tuple ou de tuple. Je ne sais pas comment vous voulez le prononcer à la française ou à l'anglaise. Mais en tout cas, on essaiera d'y voir plus clair sur qu'est-ce que c'est qu'un tuple, à quoi ça sert, comment ça se met en œuvre, quelles sont les différences avec la liste. C'est notamment des questions auxquelles on va essayer de répondre dans la prochaine vidéo. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous dis à très vite. Bye.